En 117, Rome est à son apogée territorial. L'empereur Trajan contrôle un territoire d'une superficie de 5 millions de kilomètres carrés où vivent entre 60 millions et 80 millions d'habitants. De la Grande-Bretagne à l'Égypte, de l'Espagne à la Mésopotamie, des peuples aux cultures et aux langues différentes vivent sous l'autorité des Césars. Rome, à l'origine petite bourgade d'Italie centrale, est parvenue en quelques siècles à dominer l'ensemble du bassin méditerranéen. La ville de Rome est fondée au 8e siècle avant notre ère, le long du Tibre. D'après la légende latine, Romulus, descendant d'Énée, pose la première pierre à l'emplacement du mont Palatin. La ville s'étend ensuite sur les collines aux alentours. De moins 753 à moins 509, Rome est un royaume dirigé par des rois sabins et des rois étrusques. La muraille défensive, qui délimite la Rome royale, est construite entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère. En moins 509, Tarquin le Superbe, dernier roi de Rome, est renversé et la République est proclamée. La jeune République commence son expansion territoriale dans la péninsule italique en soumettant ses voisins immédiats, les Latins, les Samnites, les Étrusques et les Grecs. Au IVe siècle avant notre ère, Rome s'impose dans le Latium et au siècle suivant dans l'Italie centrale. Elle occupe ensuite le sud de la péninsule. La cité grecque de Tarente tombe en moins 272. Rome a étendu son influence sur la quasi-totalité de la péninsule italienne et s'est affirmée comme puissance territoriale en Méditerranée occidentale. Au début du IIIe siècle avant notre ère, l'impérialisme romain se heurte à une autre cité méditerranéenne en pleine expansion, Carthage. Cette cité-État du nord de l'Afrique s'est constituée un véritable empire commercial et maritime. La ville contrôle l'Afrique du Nord, la Sardaigne, les îles Baléares et la partie occidentale de la Sicile, premier lieu de tension entre Romains et Carthaginois. Les deux puissances vont se livrer une lutte mortelle dont l'enjeu est la domination de la Méditerranée occidentale. Carthage est défaite une première fois après la première guerre punique et doit céder aux vainqueurs la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Rome, déjà puissance territoriale sur la péninsule, s'affirme comme puissance maritime en Méditerranée occidentale. La mer Tyrrhénienne est surnommée Mare Nostrum, notre mer par les Romains. 20 ans plus tard, Hannibal, un général carthaginois, cherche à prendre sa revanche. Il mène une expédition depuis les colonies carthaginoises d'Espagne, traverse la Gaule, les Alpes et sème la terreur et la destruction dans la péninsule. Pourtant, Rome résiste et réagit. Elle envoie le consul Scipion combattre sur les terres des Carthaginois. En moins 202, à Zama, Carthage capitule une nouvelle fois. Les conditions sont particulièrement dures pour les perdants. La flotte et les éléphants doivent être livrés aux Romains et l'Espagne carthaginoise est annexée par Rome. Enfin, en moins 146, Rome anéantit sa rivale qui n'est plus de taille à résister et occupe le nord de l'Afrique. Après les guerres puniques, la République romaine complète son contrôle de la Méditerranée occidentale en envahissant une partie de l'Espagne et du Portugal et en créant en moins 121 la province de Gaule narbonnaise. À l'est, après les guerres macédoniennes, Rome crée la province romaine de Macédoine. La République, impliquée dans les affaires grecques, étend sa sphère d'influence sur la Méditerranée orientale. Elle hérite des territoires du roi Attale de Pergame et assoit son pouvoir sur l'Asie mineure. Au début du 1er siècle avant notre ère, la cité-État s'est forgé un véritable empire, mais l'afflux de richesses accroît les inégalités dans la péninsule et divise la société romaine. La République est alors fragilisée par des conflits internes qui dégénèrent en guerre civile. Durant cette période de troubles, deux généraux se distinguent par leur conquête, Pompée et César. En moins 66, Pompée conquiert le royaume de Mithridate et l'Arménie. Il envahit ensuite la Syrie, en moins 64, puis la Judée en moins 63, et organise l'Orient en un système de provinces et d'États clients. Il rentre à Rome auréolé d'une puissance et d'un prestige immense. Mais au lieu de confisquer le pouvoir, Pompée décide de licencier ses armées et de rester dans la légalité. Son principal rival, Jules César, envahit les Gaules. Après la guerre, il franchit le Rubicon, marche sur Rome et prend le pouvoir par la force. En moins 46, il écrase le parti de Pompée et ses alliés numidiens et crée la province d'Africa Nova. La mort de César et les guerres civiles qui s'ensuivent sonnent définitivement le glas de la République. Octave, le neveu de César, devenu Auguste, met fin aux guerres civiles et impose la paix romaine. Il affermit la puissance de Rome autour du bassin méditerranéen en annexant l'Égypte, la Syrie, l'Anatolie
et en terminant la conquête de l'Hispanie. Après des échecs en Germanie, il fixe la frontière le long des 3 grands fleuves, le Rhin, le Danube et l'Euphrate. Les Romains surnomment alors la Méditerranée Mare Nostrum, notre mer. Les empereurs Julio-Claudiens continuent la politique d'expansion. Tibère conquiert la Cappadoce et Claude soumet la Bretagne, la Maurétanie, la Thrace et la Lycie. À la fin du 1er siècle, les empereurs flaviens étendent l'influence de Rome sur le nord de la Bretagne et une partie de la Germanie. En 117, l'Empire atteint son extension maximale avec Trajan, qui conquiert la Dacie et la Mésopotamie. Rome contrôle un territoire d'une superficie de 5 millions de km², où vivent entre 60 et 80 millions d'habitants. Tout au long du règne de l'Empire romain, les ingénieurs n'ont eu de cesse de développer et d'améliorer des process simplifiant leur vie quotidienne. Parmi ces révolutions, certaines sont encore utilisées de nos jours. C'est en 600 avant Jésus-Christ que la Cloaca Maxima a été créée. L'ancêtre du tout à l'égout permettait d'évacuer les eaux usées des rues de Rome. 2600 ans plus tard, cette prouesse technique est toujours en fonctionnement. De nos jours, ce système est très répandu et a même fait des émules. La compagnie parisienne de chauffage urbain a expérimenté en 2010 la récupération de chaleur des eaux usées de Paris pour chauffer de l'eau et ainsi alimenter des usagers. L'Empire romain s'étendant, il a vite fallu trouver un moyen de se déplacer rapidement. Pour cela, des routes pavées ont été construites permettant ainsi de faire circuler des convois sans qu'ils ne s'embourrent. Des routes étaient créées suivant le même mode opératoire. Tout d'abord, il fallait creuser une large tranchée, puis on remplissait celle-ci de couches successives de mortier constitués de sable et de chaux. Par-dessus étaient disposés des rochers et des graviers. On recouvrait le tout par du sable. Enfin, des pavés étaient soigneusement disposés, formant une pente douce, favorisant l'écoulement des eaux de pluie sur le côté et ainsi éviter une inondation de la chaussée. De nos jours, la technique de construction de nos routes reste sensiblement identique. Seuls les matériaux changent. Les routes modernes sont constituées d'une couche appelée couche de forme ou sol support. Elle est composée de gravier compacté assurant la solidité et la stabilité de la chaussée. Vient ensuite les couches de fondation et la base composée de matériaux compacts tels que le grave-bitume, matière composée de 3 à 4% de bitume mais également d'éléments allant du sable jusqu'aux petits cailloux. Enfin, la couche de roulement constituée de béton bitumeux, mélange de sable, gravier et goudron offre une surface pleine, sans aspérité et une bonne adhérence pour les véhicules. La présence d'un canal de drainage sur les accotements des voies permet de désengorger l'eau des voies de le règne d'Auguste Ier. Tout le réseau routier romain était pavé, engendrant la construction de nouvelles villes reprenant l'exemple de Rome. Ces villes étaient dotées de forums, d'amphithéâtres et bien d'autres infrastructures. Pour ériger de telles structures, les ingénieurs romains ont encore dû innover en créant le béton amélioré. Grâce à celui-ci, les Romains ont pu construire des bâtiments plus grands et plus solides. Le premier béton était un mélange de chaux et d'eau. Celui-ci n'était pas très solide et se brisait facilement. Les bâtisseurs romains ont eu l'idée de rajouter à la composition précédemment citée de la pouzzolane, roche naturelle alvéolaire volcanique. Grâce à ce nouveau mélange, le béton devient résistant à l'eau, contrairement à l'ancien assemblage. Et surtout, plus résistant. En témoignent les constructions romaines toujours sur pied de nos jours. Les thermes faisaient partie intégrante de la vie quotidienne des Romains. Ces bains publics étaient bien plus que des lieux où l'on pouvait se laver. En effet, c'était un endroit dans lequel on y faisait des rencontres et l'échange y était facile. Suivant la grandeur des thermes, plusieurs salles au fonctionnement différentes étaient présentes. L'apoditérium, occupant le rôle de vestiaire, le frigidarium, pièce non chauffée où un bassin d'eau froide était mis à la disposition des utilisateurs. La natatio, espace composé d'un bassin à température ambiante. Le caldarium, pièce chauffée et équipée d'un bassin d'eau chaude. Le tepédirium, lieu permettant de faire le lien entre le caldarium et le frigidarium, évitant ainsi un changement trop brusque de température. Le sudatorium, pièce à la fois humide et chaude provoquant la sudation des utilisateurs. Le fonctionnement des thermes était assez simple. Il a même posé les bases d'un moyen de confort domestique très répandu de nos jours. Tous les thermes étaient équipés d'un sous-sol d'une 50aine de centimètres de haut, complètement fermé. Le feu permettait de chauffer directement l'eau du bassin du caldarium. Un foyer était également relié au sous-sol. Ces fumées permettaient de chauffer le sous-sol
et donc, par conduction thermique, de chauffer le plancher des thermes, posant ainsi les bases du principe de